Alors du coup, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler d'une femme un petit peu plus intéressante que Marine Le Pen. Je vais vous parler de Clara Zetkin, donc qui est surtout connue pour être à l'origine de la Journée internationale du droit des femmes. J'avais déjà fait une chronique où je parlais du Parti socialiste allemand, et cette chronique-là, je trouve que la chronique sur le Parti socialiste, en tout cas, permet un petit peu de mieux comprendre cette chronique-là. Donc, je fais un petit peu mon auto-promo. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder la chronique sur l'histoire du Parti socialiste allemand. Mais donc du coup, revenons à Clara Zetkin. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a un jardin à son nom à Paris et elle a aussi une place à son nom à Rennes. Et bah, comme on est aussi dans une circo de Français de l'étranger, elle a aussi un parc à son nom à Leipzig, en Allemagne. Donc je ne sais pas si on a des auditeurs qui sont de Leipzig, mais donc voilà, si vous allez un jour au parc Clara Zetkin, vous penserez peut-être à moi ou à Clara Zetkin. C'est peut-être mieux que vous pensiez à Clara Zetkin. Mais en fait, c'est une personne qui est plutôt mal connue ou souvent même pas connue du tout, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une chronique sur elle. Donc, Scarlett aussi avait déjà fait une chronique sur elle l'année dernière, mais bon, je pense que ça peut jamais faire de mal de faire une petite piqûre de rappel. Donc, je vais un petit peu raconter sa vie. Donc, Clara, elle est née en Allemagne, donc à Widerau, en Saxe. Donc, à l'époque, c'était le royaume de Saxe, dans une famille de la bourgeoisie intellectuelle, je dirais. Et ses parents, ils étaient assez libéraux pour l'époque. Par exemple, sa mère, elle avait fondé un centre de gymnastique pour femmes, donc à Widerau, donc sa ville de naissance, ce qui est déjà assez novateur, on va dire, pour l'époque. Et sa mère aussi, donc dans cet esprit un petit peu donc de libéral qui l'animait, elle était aussi par exemple lectrice de Georges Sand et elle entretenait des correspondances avec des féministes allemandes de l'époque. Euh, Clara, c'est aussi assez intéressant, elle sera fortement incitée à faire des études, ce qui est aussi très particulier pour l'époque. Bon, ça pouvait arriver, mais c'était quand même pas la norme. Et ce qui se passera, c'est elle étudiera donc dans un institut donc, qui est à Leipzig, donc la ville où elle a un parc à son nom. Et elle réussira à avoir une des meilleures éducations qu'une femme elle pouvait avoir à l'époque. Donc, en fait, si elle a étudié dans un institut et pas à l'université, c'est parce que l'université était interdite aux femmes en Allemagne jusque dans les années 20. Ensuite, elle deviendra professeure de langue étrangère et à partir de l'année 1774, donc, elle commencera à fréquenter des mouvements féministes et socialistes. Et elle prendra beaucoup de distance avec le féminisme de sa mère, qu'elle considérera comme trop bourgeois ou trop individualiste. Et donc, elle gardera beaucoup de défiance par rapport à ça jusqu'à sa mort, par rapport à une sorte d'émancipation qu'elle considère bourgeoise. Et pour elle, en fait, vraiment le cœur de la lutte féministe, eh ben, c'est la lutte des classes et la lutte contre le capitalisme. Et pour elle, en fait, on ne peut pas améliorer la condition des femmes de manière générale sans abattre le capitalisme. Donc à Leipzig, elle rencontrera son compagnon, qui va lui donner son nom de famille, du coup de Zetkin. Assez intéressant, Clara, elle prendra le nom de son compagnon, mais sans se marier. Et son compagnon, c'était donc un révolutionnaire russe, donc du coup qu'elle a connu via les milieux socialistes qu'elle fréquentait, donc à Leipzig. Et à partir de 78, elle entrera au SAP, donc un ancêtre du SPD. Donc, encore une fois, je vous incite à aller voir ma précédente chronique. Euh, et elle arrivera à rentrer dedans malgré le fait que les femmes à l'époque n'avaient pas le droit de participer à la vie politique ou de rentrer dans un parti. Ensuite, son compagnon, il sera forcé de quitter l'Allemagne parce que, à l'époque, c'était quand même pas très bien vu d'être socialiste. Et donc, ils décideront d'aller vivre à Paris. Donc, il y aura une petite étape intermédiaire entre les deux pour Clara qui ira vivre un petit peu en Suisse. Et ils auront 2 enfants là-bas. Et donc, à Paris, pas en Suisse. Et là-bas, enfin à Paris, ils vont rencontrer par exemple Louise Michel ou Laura Marx, donc la fille de Karl Marx. Donc à l'époque, il y a une grosse fracture à l'intérieur du mouvement socialiste et même à l'intérieur de la société de manière plus générale à propos du travail des femmes. Pour certains socialistes, des gens qui se réclamaient par exemple de Proudhon,
C'était une sorte de concurrence déloyale et en fait, ça faisait baisser le coût de la main-d'œuvre et c'était un avantage pour les grands propriétaires et donc pour les capitalistes. Mais Clara, elle est pas du tout de cela ou de celle-là. Pour elle, le travail des femmes, c'est vraiment quelque chose qui est indissociable de leurs conditions d'émancipation. Et elle va toujours se battre en fait pour que du coup les femmes aient une égalité salariale par rapport aux hommes. En 1889, donc son compagnon Otto, il meurt. Et la même année, en Allemagne, il y aura beaucoup, beaucoup de grèves. Et ça permettra en fait au Parti socialiste de redevenir légal. En fait, si Otto avait dû partir et si elle aussi avait dû partir ensuite, c'est parce que, en particulier, les mouvements socialistes à l'époque avaient été interdits par Bismarck et ensuite ils sont redevenus légaux, donc en 1888. En 1889, pardon. Du coup, après son retour, Clara elle va décider de créer un journal qui s'appellera Die Gleichheit, donc l'égalité en français, où elle sera donc la rédactrice en chef. L'adhésion au Parti socialiste, par contre, lui sera toujours interdite parce que c'était toujours interdit aux femmes. Mais Clara, avec d'autres femmes connues de l'époque, comme Rosa Luxembourg par exemple, qui du coup deviendra son amie, créeront une espèce de structure hybride qui à la fois contournera un peu la législation, à la fois sera parfois complètement illégale, qui sera une sorte de structure parallèle au SPD où du coup les femmes seront admises. Ensuite, du coup, en 1906, Clara, elle pourra adhérer pleinement au SPD. Elle fera partie donc de la ligne révolutionnaire, donc elle sera pas réformiste et du coup donc proche de, par exemple, Rosa Luxembourg. Elle aura pendant ces années-là ses premières idées sur l'organisation d'une journée internationale des travailleuses et elle organisera en 1907 ce qu'on peut considérer comme une sorte de la première journée internationale du droit des femmes. Ça s'appellera la première conférence internationale des femmes socialistes et ça aura lieu à Stuttgart. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, elle aura une ligne qui sera très très pacifiste. Donc, elle restera. Faut rappeler un petit peu que le SPD, du coup, la majorité d'entre eux avaient donc voté pour la guerre, mais qu'il restait une partie du SPD, donc par exemple dont faisait partie Rosa Luxembourg, qui était anti-guerre. Et donc, cette ligne pacifiste pour Clara, ça l'emmènera directement en prison. Et donc, elle fera 1 an de prison pendant la Première Guerre mondiale. Et elle restera proche de Clara Luxembourg, même pendant la révolution qui suivra la Première Guerre mondiale. Clara, elle aura la chance, elle, de ne pas se faire tuer, parce que du coup, elle n'était pas à Berlin, mais dans le Württemberg. Et ce qui va suivre, c'est que Clara, du coup, elle va quitter le Parti socialiste pour ensuite rejoindre le Parti communiste. Elle sera ensuite députée au Reichstag pendant la République de Weimar, en tant que membre du Parti communiste. Elle sera très active dans la vie politique allemande et internationale. Elle fera par exemple un meeting à Tours, par exemple, et pour les Français. Et après l'arrivée des nazis au pouvoir, donc en 1933, elle sera obligée de quitter l'Allemagne et elle mourra en exil en URSS. Et c'est un peu triste parce que du coup, elle verra son pays tomber aux mains des nazis et ceux qu'elle détestait le plus. Et je trouve que c'est un personnage très intéressant parce qu'elle a une vie vraiment très remplie et très courageuse, à se battre pour ses idées jusqu'à sa mort. Et même par exemple dans les pires moments de la République de Weimar ou même pendant la Première Guerre mondiale, pendant les pires moments de l'Empire allemand, elle aura continué à se battre pour ses idées dans l'illégalité ou dans la légalité. Et je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. Elle aura d'ailleurs un assez bel hommage aujourd'hui parce que son idée de journée internationale du droit des femmes, elle sera reprise par l'ONU en 1977. Petite anecdote amusante, le premier pays à l'avoir lancé, du coup, ça sera l'Union soviétique. Ils vont choisir du coup le 8 mars. Et pourquoi le 8 mars? Parce que du coup, c'est une date très symbolique dans la révolution russe où en fait il y a eu une grève de travailleuses. Et c'est souvent considéré comme un des événements fondateurs de la révolution russe. Ensuite, pour la journée internationale des droits des femmes, ça sera donc les pays du bloc socialiste qui l'adopteront après la Deuxième Guerre mondiale. Puis après, il y aura un peu des journées sur le thème des droits des femmes qui seront organisées en Europe de l'Ouest, mais de manière un peu officieuse et pas officielle.
au début des années 70. Et typiquement, ces journées n'auront pas toujours lieu le 8 mars, jusqu'à la décision de l'ONU, en fait, qui en fera du coup donc un événement international. Et Clara, elle a eu aussi un hommage du coup en Allemagne de l'Est. Ça restera une figure très, comment dire, où l'Allemagne de l'Est passera beaucoup de temps à se commémorer cette personne. Ils feront par exemple imprimer un billet de 10 marks à son effigie et aussi beaucoup de timbres. Donc si vous aimez les timbres, vous pouvez collectionner les timbres de Clara Zetkin.